Bonjour à tous. Dans ce deuxième diaporama concernant le chapitre 2, nous allons étudier le comportement des polluants dans le sol. Les pesticides sont appliqués sur le sol, qui constitue un des compartiments les plus impactés par les produits phytopharmaceutiques. Donc l'herbicide peut se répartir dans différentes phases que nous allons voir et contaminer in fine les eaux profondes et les eaux de surface. Alors nous allons voir quels sont les paramètres physico-chimiques à prendre en compte pour savoir où est-ce que va se répartir le pesticide, les molécules de pesticides, où est-ce que vont se répartir les molécules de pesticides, et comment on peut prédire finalement le devenir de ce pesticide ou de cet herbicide plus précisément dans les sols. Alors qu'est-ce qu'un sol ? Un sol provient de l'altération de la roche-mère sous l'effet du climat et aussi sous l'effet de la végétation qui s'installe sur cette roche. Et donc, dans le sol, on trouve à la fois des produits de dégradation des minéraux de la roche-mère et on va également trouver des produits de dégradation des êtres vivants, donc des molécules organiques qui résultent de la décomposition de la matière organique vivante qui s'est installée sur ce sol. Il y a 4 éléments principaux dans un sol. Quand vous prenez une botte de terre, dans cette terre, qu'est-ce que l'on retrouve ? Donc on va retrouver de l'air dans les pores, entre les fragments solides du sol. On retrouve de l'eau, un sol n'est jamais complètement sec. On retrouve également des constituants minéraux qui résultent de la dégradation de la roche-mère. Et on trouve également de la matière organique qui provient de la dégradation des êtres vivants qui ont vécu sur ce sol. Donc l'eau est plus ou moins riche dans le sol et plus ou moins abondante, cela dépend de la texture du sol. Un sol qui est très poreux va pouvoir emmagasiner plus d'eau, mais l'eau sera moins retenue puisqu'elle sera moins fixée aux particules du sol. Donc ça, c'est ce que vous allez voir en pédologie. L'idée, c'est de retenir que cette eau qui existe dans les interstices du sol, c'est ce qu'on appelle l'eau interstitielle. Et le polluant peut donc se dissoudre dans cette eau interstitielle, peut se volatiliser dans l'air interstitiel du sol, ou peut se fixer sur la matière organique et la matière minérale. Donc la matière organique et la matière minérale sont capables de fixer les polluants, notamment grâce à ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est un ensemble d'édifices qui globalement sont chargés négativement et qui permettent de fixer des polluants, notamment s'ils sont chargés positivement, ce qui peut arriver si ce sont des polluants de type cation ou si ce sont des molécules qui peuvent s'ioniser en fonction du pH notamment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la matière minérale, on trouve entre autres à l'intérieur des argiles, et suite à des substitutions d'atomes, ces argiles ne forment plus d'édifices ioniques, d'édifices moléculaires neutres et sont finalement chargés négativement. Et de même, les molécules organiques qui résultent de la dégradation de la matière vivante forment par exemple des acides humiques, des molécules qui sont en général chargées négativement et qui participent aussi à l'absorption de polluants. Donc plus il y a d'argile, plus il y a de matière organique dans le sol, plus les polluants, notamment du fait des interactions électrostatiques, vont pouvoir être retenus dans le sol. Alors, il n'y a pas que des interactions électrostatiques qui permettent de retenir les polluants. Certains polluants vont carrément faire partie intégrante de la structure minérale de la matière minérale, des édifices minéraux, notamment d'argile. Et donc, on appellera ça des polluants liés. Et donc ça, c'est beaucoup plus fort comme interaction que les interactions électrostatiques plus-moins qui sont représentées ici sur le complexe absorbant. Lorsqu'un pesticide est appliqué sur le sol, il est distribué dans 3 phases. Donc d'une part, il peut se dissoudre dans l'eau interstitielle du sol, donc il sera sous forme liquide. Il peut passer sous forme gazeuse dans l'air du sol, ou il peut s'absorber sur la phase solide, notamment sur le complexe argilo-humique, ou carrément rentrer à l'intérieur des mailles des minéraux. Alors, c'est ce qui est représenté par ce petit diagramme. Il y a un équilibre qui va s'établir entre les 3 phases, le polluant dans l'air, le polluant dans l'eau et le polluant qui est absorbé sur le sol. La capacité d'un polluant à se volatiliser, donc passer de l'eau interstitielle à l'air interstitiel du sol, c'est
elle est contrôlée par la constante de Henry ou la pression de vapeur, donc exactement comme ce qu'on a vu pour la volatilisation des pesticides dans l'atmosphère. Donc c'est la constante de Henry qui va permettre de déterminer si ce polluant est capable de se volatiliser dans l'air du sol. Et ensuite, il est capable de s'absorber sur les particules solides du sol, et ça c'est la constante d'absorption sur le sol, COC, que l'on a déjà étudié, ou KD. Et donc on va aller plus en détail pour savoir qu'est-ce que vraiment cette constante d'absorption ou de désorption sur le sol, COC et KD. Et donc plus le KD va être important, ou plus le COC va être important, et plus le polluant aura tendance à se fixer sur la partie solide du sol, donc sur la matière minérale et organique du sol. Alors on a fait une petite expérience avec de l'atrazine, donc qui est un pesticide, que l'on a appliqué donc sur le sol, donc sur un sol qui contient 2% de matière organique et sur un sol qui a été agrémenté avec du compost pour augmenter le pourcentage de matière organique à 4%. Et on voit que quand on ajoute de la matière organique avec le compost, le sol a tendance à retenir, donc la phase solide du sol a tendance davantage à fixer l'atrazine qu'en absence de compost. Donc ça veut dire que la matière organique facilite la rétention des polluants sur la phase solide du sol. Alors justement, une autre expérience pour le montrer, donc c'est on regarde la quantité d'eau qu'il faut pour enlever un certain pourcentage d'atrazine pour emmener finalement pour infiltrer à plus de 10 cm de profondeur de l'atrazine. Et donc quand on a un sol qui est avec uniquement 2% de matière organique, on voit que déjà après 50 ml de pluie, si on regarde la surface de la courbe, on a presque la totalité de l'atrazine qui a été emmenée en profondeur, donc en dessous de 10 cm de l'épaisseur du sol. Donc ça veut dire que l'atrazine est peu retenue sur les particules solides du sol et elle a tendance à partir avec l'eau d'infiltration, à être lixiviée, donc en étant dissoute dans l'eau de pluie. Par contre, si on rajoute du compost, on voit que même après 50 ml de pluie, la plupart de l'atrazine n'est pas entraînée à 10 cm de profondeur. On a très très peu d'atrazine qui est entraînée à 10 cm de profondeur par donc lixiviation. Donc ça veut dire que le compost retient davantage l'atrazine en surface, dans les 10 cm de surface du sol. Donc la matière organique est un paramètre très important qui va permettre de conditionner si un sol retient ou non les polluants. Et donc on va devoir prendre en compte la quantité de matière organique qui est présente dans le sol pour estimer le potentiel de rétention, d'absorption des polluants sur le sol. Donc ça, c'était pour vous introduire la notion du FOC, c'est-à-dire la fraction de carbone de matière organique que l'on a dans le sol. Donc si je prends de la terre sèche, que dans mes 1 kg de terre sèche, j'ai 40 g d'humus, donc de matière organique, et la fraction de carbone organique, ce sera 40 g sur 1000 g, 40 g sur les 1 kg. Ça, c'est la fraction de carbone organique. Et plus cette fraction sera élevée, et plus le sol aura tendance à retenir, à absorber les polluants. Alors on définit des constantes pour essayer justement d'estimer cette capacité de fixation des polluants sur le sol et plus particulièrement sur les molécules organiques, donc de l'humus, par exemple des sucres, des molécules qui proviennent de la dégradation de la lignine. Donc ces molécules, elles contiennent du carbone organique et donc parfois on appelle ça la constante d'absorption sur le carbone organique, mais c'est l'équivalent de la constante d'absorption sur les molécules organiques. Donc prenons un sol que vous avez ici, donc avec de l'eau interstitielle qui est représentée en bleu, des molécules organiques qui sont représentées par un C pour dire qu'elles ont du carbone, et on va regarder donc la fixation du cadmium sur ce sol. Donc c'est quelque chose de complètement artificiel, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment on calcule la constante cadmium. Donc si je regarde la quantité, la concentration de cadmium que j'ai dans l'eau, donc on a ici, j'ai représenté de manière artificielle 4 grammes par litre. Si on suppose que l'ensemble du volume des flaques d'eau la représente 1 litre, j'ai 4 grammes de cadmium par litre.
Et maintenant, par contre, dans ce sol, si je suppose que j'ai 1 kg de terre, par contre, autour, là, et dans ce 1 kg de terre, du coup, je constate que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 molécules de cadmium, donc on va supposer que c'est des grammes, hein. Chaque rond c'est 1 gramme de cadmium, donc cette masse de 1 kg de sol contient 8 grammes de cadmium. Autrement dit, la concentration dans la partie sèche de mon sol, solide de mon sol, c'est 8 grammes par kilogramme de sol. Et donc la constante Kd, donc c'est la constante d'absorption sur le sol. Autrement dit, c'est le rapport de concentration entre la concentration de polluants dans le sol, qui s'exprime donc en grammes ou en milligrammes de polluants par kilogramme de sol, sur la concentration de polluants que l'on a dans l'eau, qui s'exprime donc en milligrammes de polluants par litre d'eau. Donc cette constante, là dans mon cas particulier, elle va être de 8 grammes par kilogramme de sol sec sur donc 4 grammes par litre, qui était la concentration de cadmium qu'on avait dans l'eau interstitielle. Et donc on trouve que cette constante Kd fait 2, mais ce n'est pas une constante sans unité, puisque le numérateur et le dénominateur n'ont pas la même unité. Et donc vous voyez que si je simplifie mes unités, je divise des grammes par des kilogrammes en grammes par litre, et bien ça donne des litres par kilogramme. Donc Kd, c'est la constante d'absorption sur un sol ou un sédiment en entier. On ne prend pas en compte la matière organique, on va dire. Et donc, tout simplement, plus ce Kd est grand, et plus le polluant va être retenu dans le sol. Donc, Kd est un paramètre que l'on va souvent décrire, utiliser pour estimer si un polluant a tendance à être retenu dans les sols. Maintenant, comparons deux sols plus ou moins riches en matière organique. Ici, j'ai un sol qui contient peu de matière organique, ce que j'ai représenté par 4 carbone. Et ici, j'ai un sol qui contient un peu plus de matière organique, que j'ai représenté par 6 carbone. Les concentrations dans l'eau sont de 4 grammes par litre. J'ai 4 cadmium que je représente, j'estime que ça fait 1 litre. Et dans le sol, c'est de 8 grammes par kilogramme. Donc la constante Kd sera de 8 divisé par 4, donc 2 litres par kilo. C'est exactement le même calcul qu'on a fait juste avant. Maintenant, dans ce sol-là, la concentration dans le sol par kilogramme sera de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je suppose que le gris fait 1 kg, donc j'ai 12 grammes par kilogramme de sol, 12 grammes de cadmium par kilogramme de sol. Mais j'ai toujours donc 4 grammes par litre d'eau de cadmium. Donc ma constante Kd sera de 12 divisé par 4. Et donc ma constante Kd sera de 3 litres par kilogramme. Donc on constate qu'entre les deux sols, plus la concentration en matière organique va augmenter, plus la constante Kd va augmenter. La constante Kd est proportionnelle finalement à la quantité de carbone organique que vous avez dans le sol. Mais qu'est-ce qui est commun entre les deux sols sur mes deux schémas? Eh bien, c'est le nombre de cadmium qui est fixé sur la matière organique. Et ça, que ce soit dans ce sol-là ou dans ce sol-là, il n'y en a que 2. Et donc, cette capacité de fixation d'un polluant sur uniquement la matière organique, sur le carbone organique, c'est ce qu'on appelle le coq. Et donc, c'est ce paramètre qu'il faut maintenant étudier. Alors, qu'est-ce que le coq? Le coq, c'est la constante d'absorption, qu'on dit aussi normalisée, sur le carbone organique. Autrement dit, ce serait cette constante d'absorption si on avait un sol qui était formé uniquement de matière organique. Donc, le coq, c'est la constante d'absorption sur un sol qui contient 1000 grammes de matière organique, sur 1 kg de sol qui est formé uniquement de matière organique. Et la constante Kd, eh bien, ça va être cette constante d'absorption, mais pour un sol qui ne va pas être formé, ce ne sera jamais 1000 grammes de matière organique dans un sol. En général, il y a plus de matière minérale que de matière organique dans un sol. Donc finalement, pour trouver Kd, il suffit de faire un produit en croix. Si la constante coq,
c'est la constante d'absorption pour un sol qui est formé de 1000 g de matière organique, et bien la constante Kd, ce sera la constante d'absorption, mais pour un sol qui est formé uniquement de 40 g, par exemple, de matière organique. Donc en faisant un produit en croix, on trouve que Kd égale coq fois 40 divisé par 1000, dans mon cas où, par exemple, il y aurait 40 g de matière organique. Et donc, le Kd, c'est coq fois 40 divisé par 1000, et 40 divisé par 1000, c'est la fraction de carbone organique. Autrement dit, c'est la quantité de matière organique que l'on a en grammes pour 1000 g total de phase solide de mon sol, qui est formé à la fois de matière organique et de matière minérale. Donc Kd est bien proportionnel au coq, et donc plus la fraction de carbone organique va être importante, et bien plus la constante d'absorption de mon polluant sur le sol va être importante. Et la constante Koch, c'est-à-dire la capacité de fixation sur la matière organique, va dépendre de chacun des polluants. Et certains polluants vont être capables de se fixer fortement sur la matière organique et d'autres beaucoup moins fortement et vont être emmenés par l'eau. Donc on va refaire des petits exercices pour comprendre cette notion de coq et de Kd. Donc coq, c'est la constante d'absorption sur un sol formé de 100% de matière organique, ce qui n'existe jamais. Et donc Kd, c'est la constante de fixation d'absorption des polluants sur un sol qui a un taux donné de matière organique. En général, ça va être 4%, 2%, 10%. Et donc ce taux donné de matière organique, c'est le phoque. Alors, quelle est l'importance du Kd pour prédire le comportement du polluant dans le sol? Deux choses. Ça va déjà permettre d'estimer la biodisponibilité des polluants. Un polluant qui est adsorbé sur le complexe argilo-humique ou qui même rentre à l'intérieur même dans les minéraux est un polluant qui est peu biodisponible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'atteindre les membranes cellulaires des êtres vivants. Donc c'est ça la biodisponibilité. Il ne peut pas être absorbé par les êtres vivants, que ce soit des organismes unicellulaires ou des organismes pluricellulaires. Les polluants qui sont sur la matière organique sont moins extractibles, sont moins biodisponibles pour les organismes, sauf ceux qui mangent de la terre directement. Par exemple, un ver de terre qui mange la terre va donc manger le polluant qui est absorbé sur les particules organiques et du sol. A l'inverse, la part de polluant qui est localisée dans les phases liquides, donc l'eau du pore, est absorbée sur la phase minérale solide du sol, pas la phase organique, sont beaucoup plus biodisponibles et plus mobiles. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être lixiviés ou lessivés suite à l'infiltration de l'eau. Donc retenez que plus le coq du polluant ou le Kd du polluant, les deux sont proportionnels, est élevé, moins le polluant est biodisponible et plus sa mobilité va être faible, c'est-à-dire qu'il aura moins tendance à être lixivié ou lessivé vers les nappes phréatiques et à contaminer les nappes phréatiques. Donc ça a une double importance, prédire l'effet sur les organismes et prédire le risque de contamination des nappes phréatiques. Donc ensuite, nous avons un deuxième mécanisme qui peut se produire dans les sols comme dans l'atmosphère, c'est la dégradation des polluants. Donc cette dégradation, elle peut se faire soit de manière abiotique, c'est-à-dire non liée aux êtres vivants, soit de manière biotique, c'est-à-dire liée aux êtres vivants, causée par les enzymes produits par les êtres vivants. Donc on a des réactions de photolyse, de catalyse qui peuvent se produire sous l'effet de facteurs abiotiques, et les réactions du métabolisme microbien, par exemple, peuvent participer à la dégradation des polluants par les micro-organismes, mais aussi par les plantes directement. Alors, quels sont les deux types de dégradation que l'on connaît? Ça, vous avez commencé à le travailler avec la chlordécone. Donc, soit la dégradation va être totale, va être ultime. Et donc, elle va permettre de former du CO2 et de l'H2O. Soit la dégradation est primaire, intermédiaire, et donc, elle va former des molécules de dégradation intermédiaire qu'on appelle les métabolites. Ce sont des molécules qui peuvent être soit plus toxiques, soit moins toxiques que les molécules mères. Donc la première dégradation, c'est une dégradation primaire ou partielle qui forme des métabolites. Mettez bien ce mot en gras parce qu'il va revenir souvent. Ces métabolites sont à prendre en compte pour l'étude des pesticides puisque la molécule mère peut être non toxique pour les écosystèmes alors que le métabolite, lui, peut être plus dangereux.
Donc quand il y a des études de mise sur le marché de pesticides qui sont réalisées, il faut absolument prendre en compte cette dégradation et la toxicité des produits de dégradation. Donc par exemple, si je prends le DDT, qui est un pesticide qui est maintenant interdit, celui-ci se dégrade en DDE, vous voyez qu'il y a moins de chlore par les organismes, il n'y a plus que 2 chlore à ce niveau-là. Et donc ce DDE est plus toxique que la molécule mère. Et donc cette dégradation se fait sous l'effet de la transformation par les micro-organismes. Par contre, si la dégradation est une dégradation ultime, la molécule est transformée en CO2, en eau et éventuellement en ions minéraux. Et là, le polluant est éliminé. Donc c'est plutôt positif pour les écosystèmes. Alors, pour estimer cette capacité de dégradation des polluants par les micro-organismes ou par les facteurs abiotiques, on utilise un autre facteur qui est le DT50. Le DT50, c'est le temps nécessaire pour réduire de moitié la quantité initiale qui a été introduite de polluants dans le sol. Et donc, plus cette durée est grande, plus ça veut dire que la dégradabilité dans les sols est faible. Donc si on regarde la chlordécone que vous avez étudiée, DT50 était de 600. Donc ça veut dire que ce produit est très très peu dégradé et très persistant dans les sols. Les PCB, polychlorobiphényle par contre, sont des molécules qui ont des durées de vie courtes, 4 ans de demi-vie courte. Et les dioxines, c'est variable parce que c'est tout un ensemble de molécules, donc 1 à 10 ans. Donc je vais vous prendre le cas de, par exemple, des pesticides. Il y a un taux annuel de 70 000 tonnes qui est épandu par an. Et la plupart des pesticides, heureusement, sauf la chlordécone et le DDT, sont des pesticides qui ont des durées de demi-vie du jour et du mois. Ce qui fait qu'au bout d'un an, en fait, on n'a presque plus de pesticides dans les sols. Par contre, si je regarde les HAP, donc sa durée de demi-vie est de 10 ans, ce qui fait qu'au bout de 1 an, son taux a été très faiblement diminué. Et on est par exemple passé de 100 000 tonnes à 90 000 tonnes. Donc pour prendre en compte le taux de polluants qu'il y a dans le sol, il faut non seulement prendre en compte la quantité qui va être du coup libérée dans le compartiment, à savoir dans le sol, mais aussi cette persistance plus ou moins importante des polluants dans le sol. On peut donc croiser ces deux paramètres, le KD ou COC et la durée de persistance dans le sol, de demi-vie, ou qui est l'inverse de la dégradabilité, pour estimer le risque de contamination des nappes phréatiques. Donc ici, sur ce graphe, en abscisse, vous avez la persistance, c'est-à-dire la durée de demi-vie des polluants, et la rétention dans le sol en ordonnée. Si je prends en compte le DDT persiste très longtemps dans le sol puisque son DT50 du coup vous voyez est de près de, alors c'est une échelle logarithmique, mais 3000 jours. Donc on peut se dire qu'il a de fortes chances de contaminer les nappes phréatiques puisqu'il reste longtemps dans le sol. Mais il est très fortement retenu puisque son coefficient d'absorption sur la matière organique est très élevé. Et donc il tombe dans la catégorie quand même des pesticides à faible risque de contamination des nappes phréatiques. Par contre, si je prends en compte par exemple le dicamba, le dicamba a une durée de demi-vie qui est relativement courte, par exemple de 20 jours, mais il a une persistance, une rétention sur les sols qui est très très faible, donc il s'absorbe très peu sur le sol et est surtout soluble dans l'eau interstitielle. Et donc le dicamba aura tendance facilement à contaminer les nappes phréatiques. Donc en croisant ces deux paramètres, on peut fixer en fait deux zones sur ce graphe. Une zone où les polluants ont un faible risque de contamination et une zone où les polluants ont un risque élevé de contamination des nappes phréatiques. Cela peut être mené aussi avec d'autres molécules autres que les pesticides. Donc là, c'est l'inverse, c'est pour raisonner un petit peu. Ici, vous avez la persistance, la durée de demi-vie, et ici, le coefficient d'absorption sur les sols. Donc si je prends en compte les dioxines, donc c'est les PCDD, PCDF, on voit qu'elles ont un coefficient d'absorption sur le carbone organique qui est très élevé, de plus de 100 000, 1 million même, litres par kilogramme. Et
Donc malgré une durée de demi-vie très importante, ce qui fait que notamment on peut les retrouver longtemps dans les sols, eh ben, elles ont un faible risque de contamination des nappes phréatiques, puisqu'elles ont un faible risque de lixiviation, c'est-à-dire d'être emmenées avec les eaux d'infiltration. Et à l'inverse, des solvants chlorés, eux, ont plutôt un coefficient d'absorption très faible et une durée de demi-vie élevée, ce qui va favoriser la contamination des nappes phréatiques. Dernière chose qui peut se produire pour les polluants dans le sol, eh ben, c'est le transfert vers d'autres compartiments, donc vers les eaux profondes de nappes phréatiques, c'est ce qu'on vient de dire, vers les eaux de surface par ruissellement, et aussi vers les organismes, notamment les plantes qui vont absorber les polluants par leurs racines. Donc soit ce sont des voies abiotiques, quand il y a une lixiviation, par exemple, vers les nappes phréatiques, soit c'est par voie biotique, si c'est une absorption par les végétaux ou par les vers de terre, par exemple. Alors, on va prendre l'exemple de l'atrazine et faire un bilan de ce qui lui arrive lorsqu'on applique 1 kg par hectare d'atrazine sur les 100% qui ont été appliqués. Que devient l'atrazine? Alors, il y a une partie qui va rester de l'atrazine, mais vous voyez, au bout d'un an, en fait, il n'y aura que 50 g d'atrazine qui restent dans le sol sur les 1 kg que l'on a appliqué. Elle va être partiellement dégradée en produits de transformation intermédiaire, donc les métabolites. Donc les métabolites de l'atrazine représentent à peu près 70 grammes. Certains vont se lier, c'est-à-dire vont s'absorber très fortement à la matière organique ou à la matière, ou rentrer carrément dans la structure des minéraux d'argile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les résidus liés. Donc les résidus liés, ce sont des résidus adsorbés, mais qui sont très peu capables de repasser dans la forme soluble dans l'eau interstitielle. Donc on distingue deux types de polluants adsorbés. Les polluants qui sont adsorbés faiblement et qui sont capables de, sous l'effet d'un changement d'équilibre, retourner dans l'eau interstitielle, et des résidus qui sont liés, et notamment ce sont, donc les résidus, c'est des polluants, des molécules de polluants qui vont être complètement intégrées à la structure minérale, et donc eux ont très peu de chances de retourner sous forme soluble dans l'eau. Alors ces résidus liés, en fait, comme ils sont complètement intégrés à la matrice minérale, en fait, on considère qu'ils sont un peu neutralisés et que ces polluants n'ont pas forcément d'impact toxique. Enfin, pour l'instant, on n'arrive pas trop à l'étudier. Et une autre partie donc va être complètement minéralisée sous forme de CO2, d'H2O. Une autre partie va se volatiliser dans l'atmosphère, donc en passant d'abord par l'air interstitiel du sol. Et une troisième partie va être transférée dans les organismes vers les eaux profondes et les eaux de surface. Et donc vous voyez tous ces devenirs au bout d'un an. Donc on va reprendre ça lors du TD par la suite. Donc voilà le schéma qu'il faut retenir en comprenant l'importance des différents paramètres Koch, constante d'absorption sur le carbone organique, la constante de Henry pour expliquer la volatilisation et également le DT50 pour estimer la persistance dans les sols. Donc ce schéma bilan est important à retenir. Donc lorsque l'atrazine est appliquée, donc elle se répartit en 3 compartiments, soit dans l'air du sol, soit adsorbée sur les particules minérales ou organiques du sol, soit dissoute dans l'eau interstitielle du sol. Lorsqu'elle est dissoute, elle est biodisponible et donc elle peut être dégradée par les organismes. Et une partie peut être entraînée en profondeur par lixiviation, par les eaux d'infiltration. Et la partie qui est donc également soluble dans l'eau peut être absorbée par les végétaux, où elle peut donc être efficace sur les mauvaises herbes, mais aussi toxique sur des végétaux que l'on cherche à protéger. Et une partie peut également être volatilisée directement lors de l'application ou être amenée dans les eaux de surface par ruissellement, c'est-à-dire que l'eau va arracher les particules du sol et faire de l'érosion. Voici donc pour ce petit bilan sur le comportement des pesticides dans les sols. Maintenant, nous allons faire des exercices pour appliquer ces différentes notions. Merci pour votre attention.